D'autres questions? Parce que nous allons bientôt entendre le deuxième exposé qui peut-être nous fera revenir très certainement sur les questions de l'utopie, à moins qu'il y ait d'autres questions sur le premier exposé. Sinon, je donne la parole donc pour une demi-heure aussi, si c'est possible, à Arnaud Münster sur le possible dans la philosophie du pré-apparaître utopique et de l'utopie concrète d'Ernst Bloch. Bon, d'abord, merci beaucoup d'avoir invité à ce colloque, à cette journée d'études. Voilà ce que je vais exposer. Donc, c'est cette théorie de la catégorie possibilité dans la philosophie blocienne, donc qui est essentiellement, je pense, une philosophie du pré-apparaître utopique et de l'utopie concrète, qui s'appuie sur une théorie de la conscience anticipante et qui va rejoindre finalement, après, dans un processus de plusieurs médiations théoriques et conceptuelles, la philosophie de la praxis marxienne. Même si ce n'est pas peut-être, même si c'est assez complexe dans la pensée de Bloch, puisqu'il s'agit d'un penseur qui a rejoint relativement tardivement le camp du marxisme et qui est plutôt, à mes yeux, à interpréter comme un philosophe dissident, dont la dissidence ne s'est pas effectuée immédiatement après son arrivée en RDA en 1949, après 11 ans d'exil aux États-Unis, où il a écrit Le Principe Espérance. Mais à partir de 1955, donc devant les tristes réalités de ce qui allait se préparer avec la révolte en Hongrie, en Pologne, etc., on peut dire à partir de 1955, et manifestement à partir de 1956, lors de l'insurrection hongroise, on se rend compte qu'il s'agit d'un penseur marxiste dissident, dont la dissidence l'avait déjà prédéterminé à une rupture avec le stalinisme et avec le régime autoritaire étatique de l'Est, se réclamant du socialisme réel. Donc, le possible occupe une position privilégiée et importante dans sa pensée, prenant comme fil conducteur cette affirmation solennelle de Marx exprimée dans sa lettre à Ruge de 1843, que le monde possède toujours le rêve d'une chose dont il ne doit posséder que la conscience pour la posséder réellement. Ernst Bloch, le philosophe de l'espérance et de l'utopie concrète, a pratiquement consacré toute sa vie et toute son œuvre pour esquisser une pensée utopique fondée sur une ontologie du non-encore-être, à savoir une phénoménologie de la conscience anticipante et une théorie des images de souhait et de la concrétisation possible, donc qui était l'expression philosophique parfaite de sa conviction inébranlable que le bouillonnement qui se produit par-dessus la conscience devenue est le premier corrélatif de l'imagination utopique. Corrélatif d'abord intérieur en elle-même. C'est ce que dit Le Principe Espérance, premier volume, et c'est précisément la différence entre l'homme et l'animal, que l'animal ne connaît rien de semblable. Seul l'homme, malgré sa lucidité plus grande, est plein d'effervescence utopique. Donc, Ernst Bloch peut explorer ce potentiel. Donc, son existence est, affirme Bloch, moins compacte, alors qu'en comparaison de la plante et de l'animal, elle est beaucoup plus intensément là. Mais l'existence humaine présente bien plus de choses émergeant à la limite de la conscience. Et c'est là, dans cet espace ouvert, là où voguent les rêves, et en lui que se meut le possible, qui ne pourra peut-être jamais être extérieur, mais qui peut être quand même réalisé, extériorisé, précisément à cause de la poussée de la force intrinsèque de la conscience anticipante, en accord avec la volonté subjective de dépassement du réel et des conditions existantes. Donc, ce réel
est défini par Ernst Bloch, comme chez Hegel et chez Marx, comme un processus qui est lui-même médiatrice aux ramifications profondes entre le présent, le passé non liquidé et surtout le futur possible. Autrement dit, tout réel passe au front de son processus dans la sphère du possible et est possible tout ce qui n'est encore que partiellement conditionné, c'est-à-dire non encore déterminé parce qu'encore incomplet et non clôturé. Et à ce propos, la distinction faite par Ernst Bloch entre le possible, il y a le possible et le subjectif, le possible objectif. Et cette distinction qui est faite entre le possible objectif et le possible réel est tout à fait significative et importante. Je cite, « Est objectivement possible tout ce dont la science est en droit d'espérer, sur la base d'une connaissance partielle et de ses conditions existantes. Est par contre réellement possible tout ce dont les conditions ne se trouvent pas encore réunies au complet dans la sphère de l'objet lui-même. L'être en mouvement, en train de se transformer et transformable, tel qu'il apparaît dans sa dialectique réelle, a cette capacité ouverte de devenir, n'est pas encore clos aussi bien dans son fondement qu'à son horizon. » Fin de citation. Donc son premier objectif corrélatif, son premier corrélatif était donc l'image de souhait non encore concrétisée de la conscience anticipante. Et cette affirmation est importante parce que dans la mesure où elle permettra à l'auteur du principe espérance de prétendre, de préconiser que ce n'est pas la facticité du réel qui fait nécessairement la loi et que la seule réalité des faits ne peut opposer de veto absolu à l'utopie. Elle peut faire opposition aux utopies fausses, à celles qui se volatilisent dans l'abstraction, à celles qui sont mal médiatisées. Toutefois, l'utopie concrète, elle, précisément, trouve son correspondant toujours dans l'effectivité du processus, c'est-à-dire dans le nouveau médiatisé. Donc Ernst Bloch est bien celui qui, comme autrefois déjà le philosophe Johann Gottlieb Fichte, l'auteur de la doctrine de la science, affirme avec emphase, mais dans une perspective philosophique tout à fait différente, qui n'est pas du tout celle du transcendantalisme kantien, d'un Kant ou d'un Fichte, tant pis pour les faits. Et cela exactement un siècle et demi après la publication de la doctrine de la science de Fichte. On a pu reprocher à Ernst Bloch ce mépris de la facticité, surtout de la part des partisans de courants empiristes et scientifiques de la pensée contemporaine, par exemple des pragmatistes à la Peirce, jusqu'aux représentants de la philosophie analytique, la Wittgenstein, etc. Mais toutes ces critiques n'ont pas fait reculer Ernst Bloch, qui face à ces critiques et adversaires, a toujours préféré persister et signer en soulignant que l'unique prise en considération des faits est finalement peu réaliste, que la réalité elle-même n'a pas dit son dernier mot, qu'elle doit encore se déployer et qu'elle confine à l'advenant et au bourgeonnement et à l'éclatement. Il sera plus que jamais convaincu que l'homme actuel, je cite, ne voit plus évoluer au sein d'une somme des faits établis et a cessé de le considérer comme la seule et unique réalité. Il y a donc urgence, cela Bloch le dit aussi à l'adresse des marxistes, à une époque où la vulgate marxiste-léniniste stalinienne, avec tout ce qu'elle comporte de dogmatisation, de simplification, de déformation de la doctrine authentique de Marx, d'abandonner cette notion d'une réalité figée qui s'est même à diverses reprises immunisée dans le marxisme en le rendant schématique. À quoi bon de parler de processus dialectique, affirme-t-il, si c'est pour traiter ensuite l'histoire comme une simple succession de faits et de totalités fermées. Une telle attitude, souligne Ernst Bloch, je cite, constitue par la réalité une menace de rétrécissement et d'appauvrissement. Elle équivaut au refus de reconnaître la virtualité de la semence qu'elle recèle. Elle irait donc à l'encontre du marxisme. Bien au contraire, les fantasmes concrets et les œuvres plastiques
nés dans leurs anticipations médiatisées, fomentent au sein du processus de réalité et prennent forme dans le rêve concret vers l'avant. Tout élément anticipatif est composant de la réalité elle-même. Et par conséquent, on est en droit de rattacher la volonté d'utopie à la tendance objective qui, comme le souligne Ernst Bloch, la confirme et l'accueille comme sienne. Donc, on peut en effet, avec Adorno et l'école de Francfort, douter de cette faculté d'accueil et de confirmation de la tendance objective en pensant que celle-ci, sous la forme de la réalité économique et sociale réelle, donc sous le capitalisme moderne par exemple, est plutôt caractérisée par le fait qu'elle oppose toujours afin de non-recevoir à cette volonté utopique subjective et en étouffant dans le cadre d'un univers hiérarchisé et contraignant les facultés et potentialités émancipatrices, germant, fermentant en son sein, mais empêchées par la violence interne du système capitaliste à se manifester et à devenir, pour parler avec Gramsci, une force libératrice hégémonique. Or, en réfléchissant, dans le même chapitre du principe espérance, consacré à l'imagination utopique, sur les temps après la possibilité et les temps en possibilité, Ernst Bloch doit quand même admettre que si tout est possible, lorsque les conditions partielles réunies sont suffisantes, tout est encore impossible au niveau des faits, lorsque les conditions nécessaires sont totalement absentes. L'objectif, dans ce cas, se révèle être objectivement, aussi bien que subjectivement, une illusion pure, et l'élan qui s'y précipitait retombe. Et si au contraire il progresse, c'est tout au plus un but différent de celui conçu, recherché dans l'abstraction ignorante des faits qui est atteinte sur base des conditions économico-sociales existantes et déterminantes. Donc, tout en dépassant Marx, je dirais, il dépasse. Il y a un dépassement de Marx, c'est évident. Donc, en dépassant Marx, avec son optimisme militant, son mépris de la facticité et son recours à l'inspiration utopique de la conscience anticipante, Ernst Bloch s'installe pourtant quand même dans l'horizon de la théorie-praxis marxiste, en soulignant que chez Marx, la théorie-praxis concrète était étroitement liée à l'examen du mode de la possibilité objective réelle, et que la possibilité réelle n'est que l'expression logique de la conditionnalité matérielle suffisante, d'une part, de l'ouverture matérielle, d'autre part. Donc, c'est comme ça que les choses sont présentées dans le premier tome du principe espérance. Mais ça présuppose, cependant, que chez Ernst Bloch, l'attachement à un concept de matière ouverte, de matière en avant, et d'un matérialisme absolument opposé au matérialisme vulgaire ou celui du marxisme-léninisme dogmatisé, privilégiant de loin la définition de la matière au sens étymologique du terme comme mater et matrice génératrice du nouveau, du novum, du nouveau et du possible à la matière, préférence cette conception de la matière à la conception de la matière chosiste des philosophes matérialistes français du XVIIIe siècle et de leurs épigones allemands au XIXe siècle, Büchner, Moleschott, etc. Donc cette matière en avant, le rêver en avant, la conscience anticipante communique étroitement avec cette matière en avant, et cette matière en avant est par son essence même une matière utopique, nous enseigne Bloch, et en tant que telle, elle n'est absolument plus réductible au concept de matière du matérialisme atomistique d'un Démocrite ou d'un Épicure. Or, c'est cependant ces années d'enseignement de l'histoire de la philosophie à l'université de Leipzig, entre 1949 et 1957, qu'Ernst Bloch a rédigé le dernier grand chapitre de son grand livre consacré au problème du matérialisme, son histoire et sa substance, dont malheureusement le livre n'a pas été traduit en français, donc, dont il avait déjà commencé la rédaction pendant son exil à Paris en 1935 et à Prague
de 1936 à 1938 et qui n'a été publié qu'en 1972 à Francfort, en Allemagne de l'Ouest, 11 ans après son départ définitif de la RDA en août 1961, quelques jours avant la construction du mur de Berlin. Donc ce livre volumineux constitue un manifeste pour un autre matérialisme, un matérialisme spéculatif, héritier des meilleures traditions de la dialectique idéaliste. Et là aussi, la catégorie possibilité est étroitement articulée avec le concept du novum et celui d'un optimisme militant qu'Ernst Bloch oppose dans le principe espérance, mais aussi dans ses écrits et ses entretiens ultérieurs qu'on peut enfin maintenant aussi lire en français. Voilà l'édition mes entretiens avec Ernst Bloch qui est sorti chez Hermann en janvier cette année. Donc, il le préfère, il l'oppose, ce principe de l'optimisme militant au pessimisme de Schopenhauer et à celui de l'école de Francfort. Il y a à ce propos un paragraphe je cite un paragraphe important de ces entretiens avec Ernst Bloch, un paragraphe de l'entretien télévisé avec José Marchand de l'année 1974, qui est enregistré à Tübingen, qui n'a d'ailleurs jamais été diffusé par la télévision française, donc mérite une attention particulière. Après avoir justement opposé le concept de pessimisme militant qui spécule encore un peu sur la possibilité que le mal puisse encore être éradiqué à sa racine, au pessimisme de la résignation de Schopenhauer, Bloch affirme et souligne dans ce long entretien que la possibilité n'est pas encore à sa fin et qu'elle est la catégorie la plus étrange dans l'immense laboratoire qu'est le monde. Le laboratoire et ce monde, pour lui, c'est un laboratoire d'un salut possible. C'est le laboratorium possibilis salutis. Et qu'on puisse même parvenir à cette conviction, même par le pessimisme. Or, il va jusqu'à affirmer, donc dans ce même contexte, dans ce même entretien, qu'on ne peut même pas penser l'espérance sans tenir compte de Schopenhauer, car autrement il ne serait qu'une phrase, une espèce misérable de la confiance, que l'espérance n'est vraiment pas du tout. Première leçon, donc le principe espérance, donc l'espérance n'est pas confiance, c'est autre chose. Pour Ernst Bloch, c'est ça la différence, la conception de l'espérance par rapport à celle enseignée par la théologie. Comme Ernst Bloch le réaffirme, donc dans ce même entretien, l'espérance n'est pas confiance, elle n'est pas Zuversicht, mais elle est un appel à nous tous, au monde, et qui est de ce fait la tâche et le devoir d'humaniser le monde, ou bien, comme l'affirme Marx, de travailler pour l'humanisation de la nature et la naturalisation de l'homme. Or, à propos de la nature, Marx utilise d'ailleurs, comme nous le rappelle Ernst Bloch dans ce contexte, l'expression de résurrection de la nature, ce qui ne désigne pas la résurrection après la mort sur la croix, selon la doctrine chrétienne, mais résurrection dans la mesure où la nature est porteuse de beaucoup de signes et de symboles, par exemple de la notion de bonheur se rapportant au soleil et à l'aube, tandis que les mots de malheur ont toujours un rapport avec les tremblements de terre et la nuit profonde, la nuit noire. Tous les deux, la nuit et le soleil, proviennent de la nature. Et la résurrection de la nature, cela signifie accélérer le lever du soleil, régler les aiguillages dans le processus du monde, de la possibilité toujours présente, de la puissance donc toujours présente dans la catégorie possibilité, et dans l'autre catégorie, la potentia, la puissance de l'homme, c'est-à-dire du pouvoir, de la puissance de transformer le monde au sens de Marx, et en même temps dans un sens dépassant Marx, à savoir dans le sens de réveiller en lui le visage humain qui sommeille et dont l'existence est si difficile. Rappelez, n'oublions pas, donc Ernst Bloch représente dans le marxisme du XXe siècle, voilà celui qui est pour le courant chaud dans le marxisme. Le courant chaud, c'est une conception donc, qui est beaucoup plus proche, je dirais, du socialisme éthique de la fraternité que des conceptions
social étatique du marxisme-léninisme. Effectivement, où la fraternité et la chaleur humaine et le courant chaud n'existent plus. Donc c'est la catégorie du non encore qui est, selon Ernst Bloch, le vrai cœur, le muscle et la vraie force motrice de la catégorie possibilité. Elle est cette force et cette puissance stimulant et guidant ce processus de transformation du monde vers le meilleur. Chez Ernst Bloch, autrement dit, la catégorie possibilité est donc étroitement enchevêtrée avec le concept de conscience anticipante, ses réalisations, ses objectivations et ce qu'on pourrait appeler une téléologie d'en bas, désignant la trajectoire du non encore dans le processus de transformation du réel. Et c'est dans un important chapitre du tome premier du principe espérance qu'Ernst Bloch analyse en profondeur les diverses couches de la catégorie possibilité en mettant en évidence la nécessité d'une différenciation. Comme Ernst Bloch le souligne, elle est par son essence même orientée, la catégorie possibilité est par son essence même orientée vers l'ouvert, vers l'avant. Elle est non pas nécessité inévitable, mais comme Bloch le montre dans son livre, aussi dans son livre consacré aux questions fondamentales de la philosophie, Grundfragen der Philosophie, de l'année 1961, donc elle ne pouvait être que potentiellement conditionnée. Or, conformément à cette catégorie du non encore être, la catégorie possibilité comporte, elle, plusieurs niveaux correspondant aux divers degrés de réalisation et d'extériorisation de la subjectivité dans le processus dialectique. Le premier degré, c'est au niveau du sujet, c'est le rêve diurne, Tagtraum en allemand. Tagtraum ou Tagträume, exprimant donc les images de souhait de la conscience anticipante, qui peuvent encore être assez vagues à leur début, mais qui ont la tendance irréversible de se concrétiser. Mais cela dépend évidemment des conditions qui sont variables et différenciées. Deuxièmement, donc le deuxième degré est, selon Bloch, constitué par ce qui est objectivement possible dans la pensée du sujet, dépassant la simple connaissance empirique et exprimant les jugements hypothétiques et problématiques. Par conséquent, la possibilité objective est factuellement l'état de degré du fondement objectif scientifique selon la connaissance scientifique incomplète des conditions objectivement données. Voilà, comme ça, donc, les divers degrés du catégorie possibilité sont-elles définies par Ernst Bloch dans le principe espérance, dans le premier volume. Donc rappelons seulement à ce propos, brièvement, que le philosophe allemand Nikolai Hartmann, qui, soit dit en passant, se réclame dans sa critique du dualisme aristotélicien des enseignants de l'école de Mégare, les Éléates, et lui, Hartmann affirmait dans son ontologie que peut être possible seulement ce qui est ou sera réel. Cela veut dire que dans cette théorie, le temps réel est toujours identifié avec la possibilité réelle qui se concrétise par son principe formel. Il va de soi que Ernst Bloch s'oppose à cette vue unilatérale de Hartmann en protégeant plutôt Aristote contre ses critiques et en se rapprochant lui-même, par exemple à propos de la matière, de la conception aristotélicienne du dynamaion, désignant la possibilité elle-même en soi, et distingué du kataton, de la puissance, conditionnant le réel, rendant le réel possible. Chez Ernst Bloch, comme le souligne à juste titre Burkhard Schmidt, l'approche aristotélicienne concernant le principe de la forme est appliquée à la matière elle-même, et celle-ci est définie a priori comme étant ouverte, c'est-à-dire comme une matière procès, voire a priori comme matière processuelle, une matière dialectique, c'est-à-dire comme corollaire de la catégorie objective réelle, devenue la catégorie fondamentale d'une ontologie du non encore être. Autrement dit, la possibilité réelle ne réside pas dans une ontologie achevée de l'être, de l'étant,
mais dans l'ontologie de l'être, du non encore étant, qui doit toujours être fondée de nouveau, comme elle découvre l'avenir même encore dans le passé. Et ainsi, le facteur subjectif-objectif, le facteur subjectif-dialectique dans la matière devient-il le fondement de ce que la réalité future, de la possibilité réelle, de la catégorie ontologique de la matière peut comporter. Et dans son anticipation, il saisit le contenu d'une triple manière. Premièrement, comme image de souhait, lui indiquant une vie agréable. Deuxièmement, comme idéal anticipant l'homme parfait, en déterminant ses qualités, ses facultés, ses conditions, etc. Et troisièmement, comme symbole, signifiant l'identité de l'existence et de l'essence, donc l'état où le non-avoir a été transformé en avoir. Il existe donc, pour résumer, selon Ernst Bloch, trois couches de la catégorie possibilité. A, le possible formel, B, le possible objectivement réel, dans lequel s'inscrit le dynamaion, l'être en possibilité par lequel Aristote définit la matière. Donc ce qui est caractéristique pour la lecture blochienne d'Aristote, c'est qu'à ses yeux, Aristote fut vraiment le premier grand philosophe à reconnaître l'existence de la possibilité au niveau du réel, dans la constitution même du monde. Et c'est à partir de là que la possibilité réelle peut être conçue comme substrat. Et à ce propos, donc, Ernst Bloch établit évidemment sur cette affirmation figurant dans le 7e chapitre du livre Theta de la métaphysique d'Aristote, où Aristote souligne que tous les êtres qui sont engendrés, soit par la nature, soit par l'art, ou d'une matière, car chacun d'eux est capable à la fois d'être et de ne pas être, et cette possibilité, c'est la matière qui est en lui. Et ainsi, Bloch a-t-il visé en un sens dans le cœur même de la doctrine aristotélicienne de l'antélégie, de ce dualisme entre forme et matière, où la forme étant encore séparée, se réalisant elle-même, se situe et devient matérielle dans la même mesure où le concept de puissance active vient se joindre à celui de potentialité active. Et avec cette lecture identifiant l'unamaion et matière, Bloch défie et contredit aussi certains philosophes néo-aristotéliciens et déistes arabes qui, comme par exemple les Motechadéhin, nient l'équation possibilité réelle égale matière. Donc pour eux, comme le note Ernst Bloch, le primum précédant le monde n'était pas le dynamaion, mais le néant, néantisant. Dieu a créé le monde à partir du néant, il ne l'a pas fait surgir de la matière, de la possibilité réelle. Or, l'intérêt de Ernst Bloch pour la gauche aristotélicienne, c'est-à-dire pour la pensée d'Avicenne, d'Averroès, d'Amaury de Ben, de David de Dinan, s'explique a priori par le fait que chez ces penseurs majoritairement arabes, la matière, en tant que possibilité réelle, devient le fondement total du monde, tandis que la volonté créatrice divine n'est qu'un moment de la matière, bien plus que Dieu et matière deviennent identiques. Donc tout dualisme étant éliminé, la création n'est plus ici qu'une auto-fécondation de Dieu-matière. C'est en lui que réside la possibilité en même temps que la puissance qui lui est immanente et qui exclut la nécessité d'un moteur extérieur au monde. Donc selon Ernst Bloch, il ne s'agit ici de rien d'autre que d'un semi-matérialisme de la possibilité réelle qui va ensuite encore s'accroître dans la Renaissance, avec Giordano Bruno, notamment qui identifiera le monde avec la réalisation des possibilités que renferme la matière homogène et qui constitue cette matière. C'est pour avoir enseigné cette doctrine qu'il a été brûlé comme hérétique sur le bûcher à Rome en l'an 1600, suite à un procès qui lui a été fait par l'Inquisition. Or, Ernst Bloch regrette sincèrement, parce que cela est absolument contraire à la tendance fondamentale de sa pensée matérialiste dialectique, que cette définition du dynamaion aristotélicien allait sombrer dans le matérialisme purement mécanique, le matérialisme mécaniciste,
où la matière est conçue comme masse inerte, étrangère à l'histoire, comme une réalité statique, figée, comme Klotz Materie, comme on dit en allemand, voire comme une masse quantitative mécaniquement mue, mais mécanisée. Donc ce matérialisme mécanique, Ernst Bloch l'a combattu avec toutes ses forces intellectuelles de philosophe, en lui opposant dès l'année 1935, avec son grand livre sur le matérialisme, son histoire et sa substance, en heurtant ainsi de front toutes les tendances dogmatiques du marxisme orthodoxe et du stalinisme, la conception d'un matérialisme historique et dialectique spéculatif, ouvert, où nature et avenir, matière et anticipation convergent et se rencontrent en tenant réellement compte du facteur subjectif, de la maturité des conditions, du renversement de la quantité en qualité, c'est-à-dire de tous les moments du développement dialectique matérialiste. Donc ce qui caractérise la démarche exceptionnelle d'Ernst Bloch à propos de ce matérialisme rénové, totalement émancipé, libéré des conceptions dogmatiques d'une matière chosiste et mécaniciste, c'est qu'il est non seulement convaincu que le passage du règne de la nécessité à celui de la liberté ne peut se produire que sur la base d'une matière inachevée en processus, mais qu'il est aussi nécessaire de faire converger cette vue d'un matérialisme dépoussiéré, redynamisé et revitalisé, précisément par le renouveau de la conception aristotélicienne de la matière comme dynamaion, avec une ontologie nouvelle, à savoir une ontologie du non encore être, où la possibilité réelle réside dès lors, non pas dans une ontologie toute faite de l'être, mais dans l'ontologie qui est à refonder sans cesse de l'être, de ce qui n'est pas encore. En bref, une ontologie qui découvre de l'avenir jusque dans le passé et dans la nature tout entière. Donc un espace nouveau est ainsi mis en évidence. La possibilité réelle est la catégorie de l'espace qui s'ouvre devant le mouvement de la matière en tant que processus. Elle est la propriété spécifique de cette partie de la réalité qui se situe au front de son déroulement. Par conséquent, elle a la tendance naturelle de s'enchevêtrer avec le novum. Elle est, de par son essence même, ce qui apparaît chez Aristote sous le terme de potentia possibilitas, comme un réel en germe qui n'est pas du tout fait, mais qui équivaut à un déploiement réel. Elle est une disposition à sa propre réalité. Maintenant, cette disposition en action qui n'est rien de moins que celle du totum ultime. Et en ce qui concerne cette disposition, elle n'a évidemment pas grand-chose en commun avec celle évoquée par Heidegger dans Sein und Zeit, à savoir avec la Stimmung, la disposition, mais elle est plutôt définie et identifiée par Ernst Bloch avec la marche debout, aufrechter Gang de l'homme, avec la disposition de l'homme à la libération de toute soumission, et donc la disposition au règne de la liberté qui traverse sans cesse l'histoire des révolutions. Donc, je termine, bref, 2 minutes. Donc, voilà, l'homme sans classe, précise encore à ce sujet Ernst Bloch, jusqu'à l'homme sans classe qui représente et résume la dernière possibilité disposée dans l'histoire qui s'est déroulée jusqu'ici. C'est-à-dire, oui, Ernst Bloch il croyait encore ferme à ce télos de la philosophie de l'émancipation sociale de Marx, qu'est la société sans classe, die klassenlose Gesellschaft. Mais il savait aussi, étant complètement désillusionné et déçu par les 12 ans qu'il a vécu en RDA, en Allemagne de l'Est, comme professeur de philosophie à l'université de Leipzig, qu'elle n'avait pas encore été, cette société de classe sans classe n'a pas encore été réalisée nulle part, et surtout pas dans les pays communistes se réclamant du marxisme-léninisme, stalinisme, qui ont dégénéré précisément en des dictatures socio-étatiques bureaucratiquement dirigées par des apparatchiks qui plaçaient toujours leurs propres intérêts de carrière bien au-dessus de l'intérêt du peuple qu'ils étaient censés défendre. Donc en quittant cet univers stalinien en 1961,
quelques jours seulement avant la construction du mur de Berlin, Ernst Bloch ne rompra pas, malgré toutes les déceptions subies avec le marxisme, il ne va pas rompre avec le marxisme, mais il conduira à défendre un marxisme humaniste, un marxisme non dogmatique, celui du courant chaud, opposé au courant froid de tous ceux qui veulent réduire précisément la doctrine de Marx à une simple critique de l'économie politique, ainsi que le projet écologiste ou écosocialiste marxien de la naturalisation de l'homme et de l'humanisation de la nature, évoqué déjà par Marx dans les manuscrits de 1844. Et c'est, dit-il, l'abolition de l'aliénation dans l'homme et dans la nature, entre l'homme et la nature, ou encore l'accord de l'objet non réifié et du sujet manifesté. Il est indéniable qu'une telle perspective ne peut être affirmée et manifestée que grâce à la découverte de la possibilité essentielle réelle et non pas par la nécessité essentielle réelle. Un processus toujours en cours, une image d'espérance, d'un monde meilleur, une image active et médiatisée dans la tendance, un idéal stimulant, un symbole au contenu profondément caché, telles demeurent les perspectives réelles, elles-mêmes anticipantes de la possibilité réelle comme étant la dimension frontale katexogène selon Ernst Bloch. Merci. J'arrête là. Merci. Voilà, nous avons encore un peu de temps pour les questions.